Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Maître Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris, Makanera, Ibrahima Sory, juriste, Alfred Tchango, éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui à ces universités rwandaises suspendues par les autorités. 5 établissements relevant de l'enseignement supérieur viennent d'être fermés au Rwanda. Cela fait suite à un audit sur la qualité de l'enseignement. Selon les autorités, ces établissements ne répondent pas aux normes de qualité imposées. Et sur place, ce sont près de 3000 étudiants qui s'interrogent à présent sur leur avenir. C'est un reportage de Fraterne Ndaka Sianga. Ce sont plus de 3000 étudiants qui sont maintenant privés d'enseignement après l'annonce de la suspension définitive de 5 universités par le Conseil rwandais de l'enseignement supérieur. La décision survient après quelques mois d'attente par ces étudiants, car les mêmes institutions avaient été suspendues temporairement pour une durée de 6 mois. Je me souviens qu'on se préparait pour les examens du premier semestre quand on a annoncé que notre université était fermée pour 6 mois. Ça a été un grand choc, mais maintenant c'est le comble. Personnellement, j'ai perdu du temps et mes investissements financiers. Et pour trouver une autre université, on a dû faire équipe avec mes collègues pour convaincre la seule université qui offrait le même programme que notre ancienne université. Mais c'est vraiment difficile. Les responsables du Conseil de l'enseignement supérieur ont déclaré que la décision faisait partie des efforts pour s'assurer que toutes les universités opérant dans le pays offrent une éducation de qualité. Cependant, certains établissements et étudiants ont qualifié la décision d'injuste, disant que la fermeture n'était pas la meilleure solution. Après une évaluation continue, il a été remarqué que quelques institutions, au lieu de faire du progrès, elles régressaient de jour en jour. Quand on a fait une telle constatation, on ne peut plus rien faire que prendre une décision conséquente, et c'est ce que nous avons fait. Et une chose est claire, bien que nous aimerions la croissance quantitative des universités au Rwanda, la qualité est d'une importance capitale. En mars 2017, 10 universités avaient été temporairement suspendues pour 6 mois afin de se conformer aux normes. Par la suite, le Conseil de l'enseignement supérieur a travaillé avec les organismes professionnels sur une nouvelle évaluation, après que certaines universités concernées ont répondu aux exigences et d'autres ont échoué. La suspension fait suite à une vérification externe recommandée par le gouvernement pour évaluer les défis qui affectent l'enseignement supérieur. Alfred, la plupart de ces universités opèrent quand même dans le pays depuis plusieurs années, pour la plupart depuis 1994 déjà. Alors pourquoi ce constat n'arrive que maintenant? Bien, il fallait le temps au sortir du génocide, de laisser se former la jeunesse, ouvrir des institutions pour accueillir tout le monde. Et dans cette urgence-là, effectivement, on n'a pas fait attention à la qualité des programmes qui sont proposés, et plus qu'à la qualité des programmes, mais des enseignants qui sont chargés de transmettre, et puis des équipements, des moyens qui permettent à ce qu'une éducation de qualité soit octroyée, soit donnée à ces jeunes Rwandais et Rwandaises. Donc là, c'est une décision que je trouve salutaire et importante, c'est-à-dire la mort dans l'âme, le gouvernement est obligé justement de fermer ces institutions. On a dit 3000 jeunes qui sont mis sous le carreau, mais c'est le prix à payer pour avoir un enseignement de qualité et des formations de qualité. Sinon, on n'y coupe pas. De toute façon, une université qui est défaillante produit des élèves qui sont aussi défaillants, qui ne seront pas très bons dans le marché de l'emploi, dans le marché du travail. Donc là, je crois que c'est une décision qui est forte, qui est puissante, mais en même temps qui est juste par rapport à... Alors, maintenant, il s'agit d'essayer de voir pour ces 3000 étudiants... Qu'est-ce qu'on va faire de ces 3000 étudiants? Parce que quand même, ils ont déboursé des frais d'université. On l'a vu dans le reportage, c'était cet étudiant qui se plaint véritablement de cette mesure. Ibrahima Sory. Honnêtement, je salue cette mesure. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec le monsieur Kagame, mais son programme économique et sa clairvoyance sur ce point. Son volontarisme politique aussi. Évidemment. Vous savez, il a compris le danger qui guette le continent africain. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, quand vous regardez l'étude de l'OCDE, du Programme des Nations Unies pour le développement et la BAD,
la Banque africaine du développement, Perspectives économiques en Afrique 2016, vous trouverez que la population entre 15 et 64 ans, la population en âge de travailler, dans les décennies à venir, l'Afrique sera le continent le mieux placé en termes d'explosion démographique. Les gens parlent de dividendes démographiques à condition que la jeunesse africaine soit bien formée. Aujourd'hui, le travail n'est pas... L'essentiel du travail n'est plus physique. Il est intellectuel et technique. Si nous ratons ce tournant, l'Afrique va se retrouver dans une situation tout à fait particulière. Aujourd'hui, vous le savez, vous êtes là depuis très longtemps, moi aussi bientôt 30 ans, il y a de cela quelques années, il était très difficile de voir des intellectuels africains occuper des fonctions qui correspondaient à leurs compétences. Nous pouvons l'accepter chez les autres. Et si la jeunesse africaine n'est pas formée, il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui, surtout les pays, comment dirais-je, lusophones, où les Portugais partent, Mozambique, Angola, demander la nationalité, titre de séjour, parce qu'ils savent que désormais, c'est clair, c'est en Afrique que ça va se jouer. Si nos jeunes ne sont pas formés, nous allons nous retrouver dans la même situation qu'en Occident. Ce sont les autres qui vont occuper les hautes fonctions chez nous. Alors, un exemple, c'est ce que nous demandons en Guinée. La Guinée compte plus d'universités privées que la France, le Sénégal, le Mali réunis. Il y a un jeune Guinéen qui a fait l'étude tout à fait sérieuse là-dessus, totalement. C'est énorme, hein? Ce sont des universités, la grande majorité, madame, sur un universitaire guinéen. J'en ai vu un qui a étudié, qui a fini. Donc, il faisait partie des meilleurs. Ses amis avaient commencé à enseigner dans des universités privées. Alors, un juriste qui ne savait pas faire la différence entre une attestation et un contrat. Voilà. Alors, on ne peut pas transmettre plus que ce qu'on a soi-même. Il faut que les Africains déclenche une véritable chasse contre ces universités qui ne remplissent pas les conditions. Sinon, nous allons en payer le prix. L'Afrique va se retrouver comme un entrepôt de chômeurs, ce qui va créer le moment venu des véritables scandales en Afrique. Alors, parce que les jeunes ne vont pas accepter que les autres viennent chez nous, qu'ils travaillent, qu'ils occupent les mêmes emplois que nous. D'accord, que nous soyons toujours subalternes, ça va poser des problèmes et c'est maintenant qu'il faut... Alors, est-ce que quand même cette décision n'est pas un peu trop brutale? C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est une très bonne décision parce que Paul Kagame est à la recherche de l'excellence pour son pays. Et je crois d'ailleurs que la plupart des pays africains doivent s'inspirer de son programme sur ce point-là précis. Vous savez, avec la démocratisation et ce qui va avec, il y a eu une prolifération d'établissements scolaires. Chacun crée son établissement à gauche et à droite. Mais en ce qui concerne le Rwanda, la solution, elle est bonne, sauf la méthode. On ne peut pas, en cours d'année, oui, tout à l'heure vous avez dit que ça fait déjà des années qu'on sait que ces institutions fonctionnent dans le pays. On aurait pu attendre la fin de l'année avec une mise en garde. C'est ça, c'est seulement la méthode. C'est seulement sur ce point-là que moi je conteste la décision. On aurait pu attendre la fin de l'année parce que les enfants, les jeunes ont investi, les parents ont beaucoup investi, et aussi prévoir une solution. Est-ce que c'est ces jeunes qui vont partir de ces universités privées, où est-ce qu'on va les mettre? Parce que les laisser aussi sur les carreaux, c'est un danger. C'est un danger. Donc, il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement. La brutalité de la mesure, moi je la conteste, mais son efficacité, c'est-à-dire l'excellence recherchée, la qualité de l'enseignement, c'est une chose fondamentale que nous devons tous rechercher en Afrique. Oui, mais je ne pense pas que la mesure soit brutale, puisque c'est un long processus qui a été mis en place pour amener toutes ces universités à se conformer justement aux standards de qualité que le gouvernement rwandais voudrait pour son enseignement. C'est intervenu en cours d'année, c'est ça le problème. Là, on a vu cet étudiant qui, tout d'un coup, se retrouve sans rien. Tout à fait, mais sauf que, là, on arrive au bout du processus. C'est-à-dire, ça a commencé il y a peu de 10 mois. Oui. Et certaines universités ont réussi à passer ce cap, à se conformer à ces normes de qualité. Les 5 qui viennent d'être fermés n'ont pas réussi à le faire, voilà pourquoi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que le gouvernement s'est appuyé sur un organisme indépendant extérieur pour essayer justement. Et donc, je crois que c'était la bonne décision à prendre. Maintenant, la reconversion de ces étudiants ou pour dire on ferme maintenant, mais
pour permettre à ces universités de se mettre aux normes, pourquoi pas? Ça serait la solution, c'est-à-dire on ferme maintenant, mais bon, les étudiants qui sont là, qui peuvent aller ailleurs, peuvent le faire, mais que ces institutions puissent se conformer, ont le temps pour le faire d'ici à la fin de l'année ou l'année universitaire prochaine. C'est ce que j'appelle pas mesure d'accompagnement. Il faut prévoir ça avant de fermer les établissements. Moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Oui. L'État, la gestion, c'est la prévoyance. Ils auraient pu faire autrement. Je pense que l'État doit faire en sorte que les étudiants qui n'y sont pour rien puissent continuer leurs études, quitte à payer et puis se retourner contre les universités qui ne remplissaient pas les conditions. Une action récursoire est possible si vraiment les règles existaient. Ils ne l'ont pas respectée. Ça ne sera pas normal que ce prix soit payé par les étudiants. C'est la responsabilité des responsables de ces universités-là, puisqu'elles ont été avisés par le gouvernement, ils ont été audités d'abord par le gouvernement, puis par des institutions extérieures au gouvernement. Les responsables savaient quelles étaient les conséquences au bout du compte. Oui. Donc c'est à eux justement de répondre de ce manquement. Mais on aurait pu quand même attendre la fin de l'année avant de fermer les établissements. Oui, mais on continue à donner de mauvais enseignements. On est déjà parti. On a déjà commencé depuis des années. Oui, l'audit est arrivé. On a dit, voilà, ces établissements-là ne sont pas conformes, ne respectent pas les normes, mais quand même... Oui, mais quand le mal est profond, il faut l'éradiquer une bonne fois pour toutes. En tout cas, cette affaire pose quand même la question de savoir comment le Rwanda, comment cet enseignement privé a complètement échappé au gouvernement rwandais. Non, mais il y a comme partout, il y a deux systèmes. Hein, on parle quand même de 10 universités qui étaient menacées de suspension définitive. Oui, mais dans tous les États, il y a ces deux secteurs qui se concurrencent, le secteur public, les universités, l'enseignement public et l'enseignement privé. Parce que l'État ne peut pas remplir à lui tout seul, puisqu'on n'est plus... Il n'y avait pas de regard véritablement du gouvernement rwandais sur ces universités, sur cet enseignement privé. Non, mais ça, c'est problématique. La guerre est passée par là. Au lendemain de la guerre, ce n'était pas vraiment la priorité du gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais avait beaucoup de choses à faire et a laissé faire. Bon, a laissé faire, j'exagère peut-être un peu, mais on a laissé les établissements se constituer. D'autres ont profité de la situation ambiante pour créer des universités sans en avoir les moyens humains et intellectuels pour pouvoir diriger ces établissements-là. Monsieur Sori. Alors, je pense que ce problème d'université ne se limite pas à l'Afrique seulement. Vous avez parlé de la Guinée tout à l'heure, justement. La Guinée-Conakry. Je vous dis, selon l'étude d'un jeune, je retiens même son nom, Lamine Makanera, étude tout à fait, comparative, la Guinée compte plus d'universités privées que la France, le Sénégal, le Mali réunis. Le président de la République, Alpha Condé, lui-même a dit, dès que je nomme un ministre de l'enseignement, il crée sa propre université. Alors, quelle législation là-dessus, justement, pour encadrer Mais absolument rien, et tout le monde le sait. C'est là où le bas blesse. Le président de la République lui-même le disait depuis très longtemps. Il dit que d'ailleurs, il y avait des étudiants fictifs dans toutes les universités, que les 60% étaient des étudiants fictifs. C'est-à-dire, les fonctionnaires se mettent d'accord avec les fondateurs d'universités. Moi, je dis que j'ai 10 000 étudiants ici, alors que je n'ai que 3 000 ou 4. L'État paye l'argent, il se le partage. L'enseignement, la formation qui est l'avenir d'un pays est devenue une marchandise comme une autre en Guinée. C'est pourquoi... C'est pas seulement en Guinée. C'est pas seulement en Guinée, c'est pourquoi les chefs d'État africains doivent prendre exemple sur Paul Kagame et faire un audit des établissements qu'on a à profusion dans tous les pays africains. Mais madame, en Guinée, vous avez une villa, c'est bon, vous avez un groupe universitaire. Ce qu'ils n'enseignent pas là-bas, sauf peut-être lancer les engins sur Mars, ils font absolument tout. Tout ce que vous demandez, c'est incroyable. Alors, il faut quand même qu'on commence quelque part. C'est dommage pour les étudiants qui sont touchés à l'État de se retourner contre les privés, les universités qui n'ont pas rempli les conditions. Mais je pense qu'il fallait commencer là. Madame, l'État de la formation aujourd'hui en Guinée,
Je ne crois pas qu'il y a un pays africain qui en souffre comme mon pays. Il faut Et là, vous allez en RD Congo, c'est comme pareil, chacun ne connaît que chez soi. Là, oui. Alors, ce que je voulais dire, si vous regardez aussi aux États-Unis, selon nos amis qui y sont, il y a école et école aux États-Unis. Tout à fait, oui. Il y a à boire et à manger. Donc le privé reste toujours assez particulier. Même à jeter. Un dernier mot, Maître Blivi. Oui, on ne jette pas la pierre aux établissements privés. Tout simplement, il faut qu'ils donnent une formation excellente, une formation de qualité, et c'est tout ce qu'on leur demande. Que les chefs d'État mettent en place, moi j'insiste là-dessus, que les chefs d'État africains mettent en place des audits pour voir si ces établissements sont viables. Mais ces universités privées appartiennent directement ou indirectement aux membres du gouvernement ou à leur famille aussi, c'est ça le problème. Donc, alors, une vaste question, je pense qu'on va en reparler dans nos prochaines émissions. Maître Blivi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Monsieur Makanera Ibrahima Sori, merci beaucoup. Merci, madame. Alfred Chango, merci. Très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous autour de ce plateau de l'ANR. À mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil enthousiaste. Les téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.